Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette masterclass. Euh, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yannick Gauthier, je suis co-créateur de l'Institut Gauthier, donc un centre de formation que nous avons créé en août 2019, où le but c'est d'apporter donc des formations pour aider les gens à être plus heureux et en meilleure santé. Voilà. Et nous donnons plusieurs types de formations, comme la programmation neurolinguistique et aussi le mind mapping, pour pouvoir un peu mieux utiliser notre cerveau de manière efficace et nous aider à aller d'être plus créatifs. Et aussi là, prochainement, nous organisons donc une formation de lecture efficace et entre autres rapide. Voilà. Et aussi, comme on s'occupe de la tête, pour être plus heureux et en meilleure santé, c'est prendre soin de son corps. Et donc, Luz Angeli, la co-créatrice de l'Institut, va animer au mois de juin un cours donc de neurodanse pour pouvoir justement mettre le corps en mouvement plutôt, et pour pouvoir voilà nous aider à nous réapproprier notre corps, un équilibre entre le corps, les émotions, le mental et notre esprit. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons la chance de pouvoir accueillir pour cette première masterclass Anna Maria, qui est Anna Maria Vidal, qui est formatrice, coach, comédienne, journaliste, écrivain. Elle est passionnée par l'humain, comme nous, et interpellée par le conditionnement de genre. Aussi. Voilà, aussi. Mais oui. Donc, journaliste et comédienne au départ. Anna Maria a beaucoup travaillé donc avec la télévision en Espagne. Et en 2000, elle se réoriente sa carrière vers le coaching et la thérapie, la pédagogie psycho-corporelle, dans l'écoute. Elle a participé dans des programmes pour le leadership et le développement de l'écoute et l'autorité naturelle, se spécialise dans l'intelligence corporelle. Elle met son expérience en tant que femme, mère et professionnelle au service de programmes spécifiques pour les femmes. Elle collabore avec différents bureaux de l'égalité en Espagne. Elle participe à la création de l'école Generica, donc aux Baléares, où elle est la responsable des formations pour le leadership de la femme jusqu'en 2011. Puis, elle développe des formations et intervient dans différentes entreprises et en Suisse depuis 2002, où elle devient résidente en 2013. Voilà. Et nous aurons la chance de pouvoir organiser une de ces formations l'année prochaine. Voilà. Bien, je vais te laisser la parole, Anna Maria. C'est un plaisir en tout cas de t'accueillir, te recevoir dans le cadre des masterclass de l'Institut Gauthier. Alors, bienvenue. Merci beaucoup Yannick. Bienvenue à vous toutes. C'est vrai qu'on attendait, on a eu plus d'inscriptions, mais finalement on est un petit comité. Donc c'est chouette parce que mon idée c'est que je ferai un exposé de ce que moi j'appelle l'intelligence corporelle et puis après nous pourrons dialoguer, vous pourrez poser toutes les questions et j'adore le dialogue donc c'est assez bon. Euh, donc, Yannick a raconté un peu tout mon parcours, donc j'ai pas besoin de me présenter. Par contre, je vais déjà, permettez-moi de partager l'écran. Je vais commencer à vous parler d'une thématique qui me tient à cœur et que je porte en moi depuis mes 18 ans et qui a évidemment évolué en cours des années. Euh, Si je dois définir d'une manière très synthétique qu'est-ce que j'appelle l'intelligence corporelle, c'est une pédagogie, une pratique qui cherche
à faciliter que notre intériorité s'exprime sans entrave, qui crée un état de créativité, de disponibilité, qui a évidemment un impact par rapport à notre état de bien-être et qui constitue aussi une hygiène énergétique. Ça, c'est une explication succincte de ce que moi j'appelle intelligence corporelle. Mais cette intelligence corporelle, elle a des racines. C'est une pratique donc que j'ai rencontrée à l'âge de 18 ans. À l'époque, j'étais comédienne, j'avais des soucis avec la voix, j'avais des difficultés malgré mes nombreuses formations techniques. Et le hasard qui joue des cartes incroyables dans nos itinéraires de vie a fait qu'on m'a parlé d'un couple de musiciens qui venaient d'arriver de l'Argentine en fuyant une situation politique et qui a mené une pratique un peu particulière et qui était pour des musiciens, mais aussi pour des chanteurs, voilà. Donc, je suis allée voir et je suis tombée dans la marmite comme Obélix, et puis ça ne m'a jamais plus quittée. Donc, cette pratique qui m'habite aujourd'hui, elle a ses racines dans une recherche de Fedora Verasturi, qui est une femme qui est née au Chili, mais qui a développé la grande partie de sa vie en Argentine, et qui a créé un truc très laborieux à dire, le système conscient pour la technique du mouvement. Donc, nous, on disait la méthode à Verasturi, et c'était beaucoup plus simple. Mais ce couple de musiciens étaient des disciples directs de cette femme, et ils ont commencé à développer leur centre et à développer cette pratique. C'est une pratique qui n'a pratiquement pas de littérature. C'est une pratique qui s'est transmise toujours par l'expérience corps à corps, directe, et qui a un lignage de femmes qui est quand même assez particulier. Donc, cette première personne avec qui j'ai appris, c'était Gigia Díaz. Et au fil des années, elle a fait une synthèse de cette pédagogie qu'elle a appelée COSART, l'art du corps, et qui est devenue un postgrade pour la pédagogie du corps des musiciens. Postgrade que j'ai suivi parce que j'avais grande envie de voir comment elle avait fait évoluer cette pratique. Mais en même temps, dans cette formation postgrade, il y avait Mona Belizan, qui est aussi une femme argentine, qui elle est anthropologue et danseuse, et elle avait fait, ou elle a continué à faire évoluer cette pratique dans ce qu'elle appelle le corps et le mouvement. Et elle a créé une association, un centre d'études d'éducation corporelle, duquel je fais aussi partie. Et elle a créé cette association en 2005. Et elle a continué sa recherche, on a collaboré, on a travaillé ensemble, surtout dans l'école Genérica pour les femmes. Ça a permis d'accompagner des processus qui sont difficiles à résumer, mais qui sont essentiels dans l'évolution des femmes avec qui on a travaillé. Et puis, elle est en train de définir un concept qui s'appelle le corps pluriel, et c'est hyper intéressant. Pour l'instant, son site web est en espagnol et en catalan, mais j'espère que nous arriverons à le faire bientôt en français. Et moi, ma manière de faire avancer cette pratique, c'est devenu une pratique que j'aime appeler l'intelligence corporelle, mais qui pour moi est basique pour nous amener à l'importance du corps, de l'écoute et de la communication consciente. Donc, c'est dans un deuxième temps que je vous parlerai de ça. Fedora il y a une citation de Fedora que nous aimons beaucoup et que j'ai eu pas mal de mal à traduire en français, même si elle est très simple. La conciencia es pensamiento, el pensamiento es energía, la energía es movimiento, el movimiento es vida. Alors, j'ai essayé de mettre ça en français. Et la conscience, c'est de la pensée c'est de l'énergie c'est du mouvement, et le mouvement, c'est la vie. Donc, ça, c'est les prémices de ce travail. Mais avant que je rentre dans ce travail, je souhaite parler de cette notion de pédagogie corporelle pour le corps vivant.
parce que il s'agit vraiment d'une pédagogie. Et cette pédagogie, elle est particulière. Moi, je pense que c'est pas pour rien que cette femme, à la base, elle était pianiste. Et elle était pianiste et pédagogue. Mais elle s'est posé plusieurs questions. Elle s'est posé la question de qu'est-ce qui fait qu'un enfant prodige, qui devient un excellent musicien très tôt, à un moment donné, quand il vit quelque chose qui est une cassure, après, il ne sait pas reproduire ce qu'il faisait. Ça l'interpellait. Et puis, elle avait aussi deux autres objectifs. C'est que le métier de musicien est considéré un métier à risque parce qu'il y a beaucoup de problématiques corporelles, des maladies corporelles. Et donc, elle cherchait comment faire de la prévention, mais aussi comment guérir. Et c'est vrai que son travail a permis et continue à permettre à des musiciens professionnels qui verraient leur carrière stoppée ou qui seraient obligés à se faire opérer, reprendre, retrouver le bon fonctionnement de leur corps et pouvoir continuer. Donc, quand moi j'ai commencé à intégrer cette méthode et quand j'ai commencé surtout à l'utiliser dans mes formations ou dans mes accompagnements, pour moi, l'analogie avec l'instrument de musique était indispensable. J'aime beaucoup cette analogie. Nous sommes un instrument d'écoute et de communication. Donc, nous sommes un instrument qui est comme un instrument de musique. Nous avons besoin de l'accorder. Parce que si nous voulons que notre interrelation avec l'orchestre, que ce soit une orchestre de chambre, je ne sais jamais si c'est orchestre, mais bon, une orchestre de chambre, ou que ce soit un duo, ou que ce soit vraiment une orchestre qui joue une grande symphonie, de toute façon, nous participons à la symphonie universelle. Donc, quel est mon là? Quelle est l'harmonie que moi je propose, que j'apporte, avec laquelle je démarre le dialogue avec l'autre? Et cette pédagogie, elle nous apprend à nous accorder. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce travail corporel, c'est que c'est un travail où, pendant la séance d'apprentissage, on explore, on expérimente, mais ça laisse une mémoire qui est censée pouvoir être activée dans notre vie quotidienne. C'est vraiment une pratique corporelle qui modifie la qualité de notre quotidien. Elle nous aide à générer un état de flow, de fluidité. Elle nous apprend à fonctionner par libération d'énergie au lieu de par effort. Et elle développe, elle facilite un état de présence qui est un état de disponibilité, qui nous permet de mieux recevoir l'inspiration, qui nous apprend à générer de la fluidité énergétique quand nous sentons que c'est bloqué. Et donc, quand notre intériorité s'exprime, c'est de l'ordre de la créativité. Donc ça, c'est ce que cette pédagogie permet. Puis, cette pédagogie, évidemment, elle nous sollicite dans toutes les dimensions. Le corps, la pensée, les émotions, les sensations. Et Fedora, un des grands éléments de sa recherche, ça a été redécouvrir la fonction de la langue dans notre capacité à être dans la présence, à être focalisé dans l'instant présent, à organiser toute notre corporalité pour être dans l'action juste, sans effort, et pour nous permettre une perception de notre intériorité, de la proprioception, de la entéroception très, très fine. Finalement, c'est quelque chose que nous avons quand nous sommes enfants. Si vous observez les bébés, il y a la langue qui est là. Si nous nous souvenons de quand nous apprenions à écrire, ou quand nous faisions des travaux manuels, il y a la langue qui était là. Et puis, malheureusement, à niveau éducatif, on nous a dit maintes fois, ne tire pas la langue. Et du coup, la langue
c'est retiré. Et la langue, c'est quand même un organe, et c'est le seul organe qui est en lien avec l'intérieur et l'extérieur. C'est aussi un organe qui est innervé par les pères crâniens. Tout le reste du corps est innervé par des nerfs qui partent de la moelle épinière. Il y a tout le réseau du système neurologique. Mais la langue, elle a une importance essentielle. Quand nous sommes un fœtus, la formation, le tissu avec lequel se forme la langue est le même tissu avec lequel se forme le cœur. C'est dans le moment du développement du fœtus, c'est très en lien. Et la langue, la conscience de la langue nous plonge dans un état d'intériorité très intéressant quand nous la libérons de ces tensions. La langue aussi, culturellement, elle transporte plein de tabous. Pas simplement qu'on ne tire pas la langue, mais elle est aussi érogène, mais elle est aussi la première expérience tactile que nous avons eue dans notre vie. C'est à travers la langue, la succion. Mais déjà, dans le ventre de la mère en tant que fœtus, la langue se promène sur le palais. Donc, la langue, elle capte plein d'informations. Elle capte plein d'informations, mais aussi dans la médecine chinoise, comme pour la réflexologie, la langue a les terminaisons des différents organes. Donc, toutes les tensions qui sont engrammées dans la langue sont en lien avec les tensions du corps. Et quand nous libérons les tensions de la langue, il y a une action sur la libération du corps. Puis, ce lien entre la pensée et la langue, il est très intéressant. Parce que une autre des réflexions de Fedora, c'était que, bon, on connaissait très peu à son époque, mais aujourd'hui on connaît beaucoup plus les approches énergétiques, que ce soit de la tradition taoïste, que ce soit de la tradition hindouiste, et qui parlent d'énergie. Mais pour notre culture occidentale, l'énergie a été un terme tabou et il est encore un peu mal vu dans certaines disciplines ou dans certaines mouvances, surtout certaines mouvances religieuses. L'énergie, c'est de l'ordre du satanique. Enfin, il y a plein de choses encore à déblayer là-dedans. Mais elle a compris que le fonctionnement de notre mental en tant qu'occidentaux, il est très puissant et qu'on n'a pas la même configuration que les orientaux, que la culture en Orient. Et donc, elle a eu l'intelligence, l'inspiration de se dire, j'ai à utiliser la pensée de manière à me faire plonger dans le corps. Et donc, c'est d'une part très intéressant parce qu'elle utilise la pensée, mais elle utilise aussi des métaphores, elle utilise un langage très particulier pour inviter la personne à explorer, à vivre toute une découverte du corps et à habiter le corps. Et puis, elle unit la pensée avec la langue. Il y a une intention que donne la langue, qui canalise, qui dirige l'énergie dans des circuits intérieurs du corps et qui facilite déjà un fonctionnement où le mental a moins d'emprise, le mental qui est déconnecté. C'est une méthode qui nous relie, qui nous unifie. Toutes ces scissions culturelles qui séparent la tête du corps, moi de l'autre, l'ombre de la lumière, moi de la nature, etc., etc. Notre corps, c'est de l'ordre du vivant. Notre corps n'est pas duel comme notre pensée. Notre corps, il est simplement, il vit, il vibre, c'est un tout et il est en lien avec le tout. Et cette pratique nous amène là. Donc, dans la structure de base de ce travail, on commence toujours par une prise de conscience de comment je retire la pression que la pensée fait contre le front et je glisse cette pensée dans la langue et je la libère. À partir de là, elle propose une libération des articulations de la mâchoire et de la libération de l'articulation de la tête avec le cou. Ces articulations-là, elle les appelle les articulations mères parce qu'une fois elles sont libérées, ça permet que toutes les autres articulations du corps se libèrent plus facilement. Mais c'est pas simplement une libération musculaire, c'est que nous avons des mémoires de choses qu'on n'a pas osé dire, qu'on a retenues, de structures de survie
Et on a aussi toute la contradiction au niveau du coude quand on a dit non et on voulait dire oui, etc. Donc, on aborde tous ces nettoyages avec un grand, grand, grand respect. Et une fois on a fait ce premier nettoyage, on continue à avancer. Et c'est comme pour un instrument de musique. Il y a les gammes de base et après, on peut complexifier les mélodies. Et ça se construit un peu comme un puzzle. Mais dans la structure de base, il y a une activation de la prise de conscience du ressenti, de l'expérience de ma zone centrale devant, derrière, du volume que j'occupe, de comment je m'installe dans ce volume. Est-ce que je fais pression vers l'avant, vers le haut, qui est la structure du stress, ou est-ce que je me reploie, je me rapetis, je me retire et je suis contre l'arrière? Alors, comment générer toute une présence harmonieuse, équilibrée, et comment à partir de là, je génère une expansion, je génère une fluidité qui va habiter les mains et une fluidité qui va habiter les pieds. Et elle a appelé ça le cercle vital. Puis quand on voit, par exemple, l'orbite microcosmique des taoïstes, eh ben, c'est ces points de référence. Sauf que elle a fait toutes ces découvertes en expérimentant sur elle-même et en utilisant un groupe d'élèves très proches à elle, qui étaient comment on dit, ces cochons d'Inde, ces cobayes, voilà, je cherchais ce mot. Et elle était capable de les téléphoner à 3 heures de la nuit et de leur dire, il faut absolument que vous veniez parce que tout ce qu'on a fait hier avec le pouce, c'est faux, il faut faire autrement. Donc, elle était passionnée, c'était vraiment très, très particulier ce que j'ai pu apprendre à travers Gija de comment ce processus avait été. Puis après, évidemment, on retrouve le hara, ce centre de gravité, ce centre où c'est le centre de gravité de notre corps, mais il y a cette puissance et il y a aussi cette sagesse des entrailles. Donc, on travaille on favorise la conscience et l'activation de ce centre qui nous relie à la terre, qui nous centre et qui a aussi une action au niveau de l'expression des mains. Et puis, on travaille toute l'expansion du chakra cardiaque, du chakra du cœur, parce que avec le hara, c'est le lien à la terre, le cercle inférieur dont elle parlait, ça nous relie au centre de la terre, mais à travers le cœur et les mains, on se relie au monde, à l'autre, au monde. Il y a vraiment cette ouverture et cette embrasser le monde. Et puis, nous avons besoin de ce dialogue entre le cœur et le hara, entre la puissance et le cœur, entre la conscience et la puissance, parce qu'une puissance qui n'est pas consciente, elle peut être très destructrice, et on le connaît. Et puis après, il y a tout le travail à niveau du plexus solaire qui nous donne les diagonales de l'homme de Leonardo da Vinci, qui nous donne l'expansion de toute notre sphère personnelle, mais qu'on déploie après, on le rayonne aussi loin qu'on le souhaite, mais qui nous permet aussi d'inclure les autres dans notre sphère personnelle. Donc ça, c'est une structure la structure basique. Et puis, il s'est avéré que toutes les consignes qu'elle avait développées, eh bien, elle suivait tout le circuit du système neurologique. Et puis, elle donnait les directions des zones de distribution sensitive des nerfs périphériques. Quand nous vivons des situations difficiles, ça nous contracte, ça nous bloque, ça nous serre, et ça peut être dans différents étages de notre corps, mais il y a aussi tous ces modèles corporels et respiratoires qui sont en lien avec les émotions. Et quand c'est des émotions difficiles, c'est fermé, c'est bloqué, ça génère des tensions, etc. Et donc, tout son travail est magnifique parce que il nous amène à libérer ces tensions par des circuits très, très spécifiques. Et tout ce qui vient de la ceinture en amont, ça passe par les bras et les mains. Et tout ce qui va de ceinture en aval, ça passe par les jambes et les pieds. Mais il y a tout le temps
une pensée une langue qui est en lien avec une pensée qui organise ces circuits. Et à un moment donné, il y a une liberté expressive et c'est comme une danse consciente. C'est vraiment l'intériorité qui s'exprime et qui se libère. Et la capacité que ça nous donne, la capacité que cette pédagogie nous donne à agir sur nos blocages, à libérer les mémoires qui sont ancrées, qui sont engrammées dans ces blocages, qui peuvent venir de très loin, qui peuvent être très archaïques, qui sont des fois même des schémas qui sont de nos lignages qu'on a hérités quand on était dans le ventre de la mère, quand un inconscient au niveau des maillons de la famille n'est pas nettoyé, ça se transmet jusqu'à ce que la souffrance d'un individu dans ce lignage fait que il va bosser pour libérer toute cette information qui agit sur le lignage antérieur, mais aussi sur le lignage qui suit. Donc, il y a une dimension d'actualisation du potentiel et de réorganisation de notre incarnation qui est hyper intéressante. Alors là, j'utilise déjà des mots qui sont le fruit de ma recherche et de mon expérience. Fedora ne parlait pas de cela, mais mon travail sur l'intelligence corporelle, à un moment donné, il a fait une rencontre avec le développement de l'écoute dans un centre qui existait en Espagne, qui est fermé depuis le Covid. Et la femme, elle était très âgée et puis elle a fermé. Mais j'ai énormément appris par rapport à l'écoute. Et pour moi, il y a eu une unification de à quel point notre instrument d'écoute, c'est le corps. C'est aussi notre instrument qui nous permet de capter des intuitions qui deviennent des pensées, qui deviennent des paroles et qui deviennent des actions. Et donc tout ce travail, tout le travail qui m'habite, il a ces deux facettes. Il a une première partie où je transmets cette pédagogie pour que la personne puisse prendre soin de son instrument de musique. Ça va aussi agir sur la qualité de sa voix, parce qu'un corps habité donne du corps à la voix. Mais après, ce qui pour moi est essentiel, c'est cette dimension de conscience qui nous permet d'être de plus en plus reliés à soi, à l'autre et au plus vaste. Donc, pour moi, tout ce travail est de faciliter, développer, entretenir l'état d'écoute qui implique un état de réceptivité, de disponibilité et qui facilite une action orientée. Et puis, comme pour les musiciens, un instrument, il n'est pas accordé une seule fois. L'instrument, des fois, il faut l'accorder même plusieurs fois pendant un concert. Et dans notre vie quotidienne, nous avons à nous accorder dès que nous sentons que nous nous désaccordons. Et puis, il y a toute une mémorisation de ces états qui sont des états de bien-être, de fluidité, de créativité, des états qui nous mettent dans des taux vibratoires très intéressants. Et puis, on capte de plus en plus vite quand est-ce que la densité est en train de s'installer, quand est-ce que nous sommes en train de chuter. Et c'est chouette parce que avec tout ce travail, nous avons des raccourcis pour revenir le plus vite possible à un état qui est beaucoup plus agréable à vivre. Donc ça, c'est une explication très schématique. Pour moi, c'est difficile de faire la synthèse de quelque chose qui m'habite, qui est essentiel, qui évolue, que j'adore, que ça me passionne, etc., etc. Donc, faire un exercice de synthèse, pour moi, c'est pas simple. Mais voilà, une fois il y a cette première phase du travail, moi, j'aime la mettre en lien avec la qualité relationnelle et c'est là où entre le corps, l'écoute et la communication consciente, qui sera l'objet d'une deuxième masterclass que je ferai en septembre pour l'Institut Gautier. Mais c'est comment la présence et la disponibilité nous facilitent la conscience de notre positionnement dans la relation, dans l'interrelation. Comment nous pouvons en même temps être dans notre noble verticalité et nous relier à l'autre dans l'horizontalité respectueuse. Peu importe la différence hiérarchique, peu importe, je peux reconnaître la différence hiérarchique, je peux reconnaître ma place dans un organigramme, peu importe, mais je suis en lien avec un être humain. Et
avec l'être humain, c'est cette verticalité que je reconnais en moi et en l'autre, et puis l'horizontalité des échanges. Et quand il y a cet état d'écoute et cette qualité de lien, mon expérience est que le langage est inspiré, que les mots qui sont nécessaires et utiles viennent. Il n'y a pas à se creuser les méninges, ça vient. Et juste, on est en tout cas, on est des traducteurs de l'inspiration, mais on est des transmetteurs de ce qui vient. Donc voilà, mais ça, je le développerai plus en septembre. Donc, le but pour moi, c'est que avec cette pédagogie, on a conscience de soi, du lien à l'autre, aux autres et au monde, à la planète, à l'univers. Donc voilà, c'est l'objectif final de cette approche. Et c'est jamais fini. Ce qui est merveilleux, c'est que comme c'est un travail qui nous amène à la présence, même les pratiques qui sont apparemment les mêmes, elles sont toujours différentes. Et comme notre corps est aussi infini que l'univers, à chaque fois, nous découvrons des nuances, des vécus, des prises de conscience, des images différentes. Il y a vraiment, c'est de l'ordre du vivant évolutif. Donc voilà ce que moi j'avais prévu comme synthèse. Je suis fière de moi parce que je crois que j'ai quand même réussi à faire une synthèse, mais à partir de là, je suis tout à fait ouverte à dialoguer avec vous par rapport à ce qui a résonné, par rapport à des points d'interrogation. Donc, voilà, je vous écoute. Merci beaucoup Anna Maria, c'est magnifique ton travail de faire une synthèse, Waouh, j'ai transpiré. une approche aussi holographique, vraiment de pouvoir avoir toute cette vision globale hein, du fonctionnement de la langue jusqu'à la connexion à l'univers. Mais la difficulté que je n'ai pas nommée, mais qui est pour moi très importante, c'est que je vous ai dit au début que ce travail s'est transmis en présence, dans la relation, dans l'expérience. Et le monde de l'écran nous coupe d'une partie essentielle dans le lien à l'autre. Et je n'aurais jamais cru que moi, je ferais des formations online. J'ai fait le strict minimum à cause du Covid. Mais pour moi, c'est hyper important de souligner que même ce que je peux essayer de transmettre dans cette masterclass ou quand je fais des formations en ligne, je suis consciente d'une énorme quantité d'informations qui ne passent pas parce que ça passe de corps à corps. Il y a eu une recherche très intéressante. Attendez, je vois que ça devient un peu sombre chez moi. Il y a eu une recherche très intéressante par rapport à comment les bébés et les enfants dans le plus bas âge intègrent les fréquences d'une langue. Il y a l'oreille qui s'ouvre aux fréquences de leur langue. Et il y avait une recherche qui est faite, malheureusement, je n'ai pas gardé les références, mais j'ai gardé l'essentiel de l'information. Ils ont fait 2 groupes de bébés qui étaient anglophones et ils passaient une partie de la journée avec des éducatrices anglophones et une partie de la journée avec des éducatrices chinoises. Parce que les écarts entre une langue et l'autre sont très importants. Et dans un groupe, c'était en présence. Dans l'autre groupe, il y avait les éducatrices anglaises, anglophones, mais les éducatrices chinoises étaient à l'écran. Les mêmes comptines, les mêmes, tout. Et au bout de quelques mois, ils ont vérifié, les enfants qui étaient en présence avaient ouvert leur écoute. Les enfants qui étaient à travers l'écran n'ont pas ouvert l'écoute aux dimensions du chinois. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis, il y a déjà quelques années, il y a un homme qui s'appelle Paul Virilio qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le cybermonde ou la politique du pire. Et il parle que toutes les inventions de l'humanité ont les 2 facettes, ce qui est super, et puis les accidents de chaque invention. Et
à l'époque où c'était que le début de cette technologie qui maintenant est tellement développée, il disait que l'accident était la décorporéisation. Et donc, pour moi, c'est hyper nécessaire que nous soyons dans le discernement en quoi c'est utile d'utiliser cet outil, parce qu'il a évidemment plein d'utilisations qui sont magnifiques, mais qu'on ne se leurre pas, qu'on ne pense que ça va substituer toute la résonance cellulaire, vibratoire, neurologique qui s'active quand nous sommes en présence corporelle. Voilà, j'ai dit, mais si je ne dis pas ça, je ne pouvais pas ne pas le dire. Merci de l'avoir dit. C'est vraiment quelque chose qui nous rejoint, nous, à l'Institut Gautier, où nous avons pris la décision de ne pas donner de formation pendant la période de confinement, alors que tout le monde passait au numérique. Mais c'est vrai que pour nous, la présence aux autres, c'est ce qui nous nourrit. En tout cas, un grand merci. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions? Alors, en attendant, je vais te poser la question. Pour toi, dans le développement personnel des personnes qui sont en train de vouloir travailler sur eux-mêmes, dans leur développement personnel ou au niveau même professionnel, qu'est-ce que l'intelligence corporelle? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup l'intelligence, la capacité de mémorisation, on parle d'intelligence des personnes qui ont des capacités mathématiques, de calcul, ou même des personnes qui ont cette capacité de parler et tout. Donc, c'est souvent les types d'intelligence qui sont valorisés dans notre société. Mais là, justement, l'intelligence corporelle, qu'est-ce qu'elle a comme importance dans notre développement personnel et professionnel? Alors, je peux te répondre avec grand plaisir à cette question. Parce que d'une part, il y a mon expérience d'abord. J'ai eu toute une partie où c'était mon développement personnel à moi. Et ça m'a amené à m'habiter, à établir un lien de plus en plus bienveillant avec moi-même. Ça m'a permis de libérer ma voix. Ça m'a vraiment aidé beaucoup comme évolution personnelle. Mais quand j'ai commencé à animer des formations, à faire des suivis individuels, je me suis rendu compte à quel point le travail sur le corps donne des références vécues qui assainissent plein de travers. Mais c'est du vécu, c'est pas la théorie. Cette contradiction entre ce que je comprends et ce que j'arrive à vivre, des fois, ça fait souffrir parce qu'on a tout compris, mais quand on est dans le fonctionnement, on n'y arrive pas. Donc, soit c'est quelque chose qui facilite une récupération de l'estime de soi, qui donne de l'assurance, qui agit sur une capacité à utiliser sa voix avec plus d'assurance et de liberté. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé ça dans des formations pour le leadership. Comment un leader ancre son message, depuis quel endroit il s'exprime, depuis quel endroit il écoute, depuis quel endroit il élargit son écoute pour capter qu'est-ce qui se passe dans le système dans lequel il est en train d'intervenir. Il y a déjà toute cette facette. Après, il y a comment nous prenons soin de nous. Ça réduit énormément le besoin d'aller chez l'ostéopathe. Je ne veux pas dire que ça c'est pas qu'on n'y va plus, mais ça réduit beaucoup. C'est-à-dire, ça nous donne un degré d'autonomie très intéressant pour gérer notre énergie, pour nous ressourcer, pour libérer des tensions, pour libérer des douleurs. Donc, il y a aussi un côté d'hygiène énergétique. Et puis, quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est quand ce travail qui utilise la pensée pour habiter le corps, pour circuler dans le corps, pour favoriser que le corps s'exprime, je demande toujours de prendre conscience de la qualité de la pensée qui contacte notre corps. Comment je contacte mon corps avec de la bienveillance ou de la tendresse ou de l'amour ou du respect? Comment je peux réguler la qualité avec laquelle je me contacte? Parce que après,
ce qui m'habite, c'est ce que je rayonne. Et en plus, je peux apprendre à le faire rayonner consciemment. Mais c'est ce que je vais proposer dans l'espace, dans le champ de communication que je partage avec l'autre. Donc, il y a vraiment, il y a tout un éventail de bienfaits et d'utilité à développer cette pédagogie. Et je l'ai beaucoup développé soit dans des formations avec des degrés plus ou moins grands, parce que, au plus ou moins, qui vont plus loin ou moins loin, parce que introduire le corps dans des formations, dans certains contextes, ce n'est pas du tout pensable. Donc, des fois, je fais des petites incursions, mais j'ai aussi eu la chance, par exemple, de participer à un CAS magnifique qui a duré pendant 10 ans à la HEIGVD, et c'était l'entraînement pour le leadership. Et là, j'avais un module qui était l'ancrage du message du leader. Et là, ils étaient par terre, ils travaillaient avec la langue, ils se mettaient debout. Et puis, je les invitais aussi à découvrir, à se sensibiliser à la perception de l'énergie, celle que j'aimais, celle que je perçois de l'autre. Donc, tout dépend. Et puis après, en Espagne, juste avant le Covid, pendant une année, j'ai accompagné un groupe de personnes qui voulaient se former à cette pédagogie en lien avec l'art d'accompagner. Et c'était essentiellement des enseignants, des enseignantes. Et ça a été vraiment magnifique. Et moi, j'avais envie de faire une deuxième volet pour aller plus loin. Mais le Covid a vraiment tout chamboulé. Et puis, depuis, je fais presque plus rien en Espagne. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de manières d'adapter. Et là, je suis dans une étape de ma vie où j'ai le souhait de pouvoir vraiment transmettre cette pédagogie, former des personnes qui pourront intégrer cette pédagogie pour que, à leur tour, elles la fassent évoluer en fonction de leur propre métier, de leur propre domaine. Parce que je commence à avancer en âge et je sens que j'ai distillé tellement cette approche que, au-delà que je continue à la proposer en individuel ou dans certaines formations, je souhaite vraiment pouvoir transmettre, pouvoir former. Et comme je fais partie de cette association qui est le Centre d'études d'éducation corporelle qui siège à Mallorca, et qu'on a vraiment mis en place ce concept de corps pluriel, il y aura un diplôme de ce centre d'études d'éducation corporelle qui peut être fait en collaboration avec des institutions qui voudront organiser le fait de former des professionnels de cette pratique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des Oui, je vois questions? une main levée. Caroline, je Ah, t'écoute. Caroline, nous t'écoutons. Très volontiers, merci beaucoup. C'était super clair, super synthétique, Anna Maria. Et cette notion-là de la langue, elle m'a beaucoup interpellée. Oui. Hein, j'avais jamais entendu dans ce sens-là. On sait, quand on médite, des fois, on met la langue au palais. Et je voulais te demander quel était ton éclairage là-dessus. Il y a certainement un lien, hein, de cette connexion. Oui. Alors, dans les pratiques taoïstes, le fait de connecter la langue avec le palais, ça fait que le circuit des méridiens n'est pas interrompu par la langue, par la cavité buccale. Donc, de ce que je sais, c'est par rapport à cela. Mais c'est vrai que cette spécificité de la langue que Fedora a découvert dans son exploration, c'est vraiment, ça lui appartient. Et il y a une magnifique vidéo sur YouTube qui est faite par un formateur, un pédagogue espagnol qui s'est formé à cette méthode. Mais si vous voulez, si on a 5 minutes, je connecte et je vous le montre parce qu'il a fait une vidéo avec plein d'images des bébés et de leur langue. Et on comprend beaucoup cette qualité de présence. Ça va pour vous si on fait ça? Alors, la langue comme clé de voûte.
Un grand moment était arrivé, la langue devenait une réalité. La présence de la langue était comme une énergie en expansion. Et regardez surtout les langues des bébés et leur corporalité. La langue nous plonge dans un état de pleine attention. La langue allume nos yeux, illumine notre visage. Regardez la direction de la langue et toute l'intention du regard, un geste tout à fait naturel que nous perdons très tôt. La langue nous connecte directement avec le cœur. L'inconscience et la méconnaissance de ce qui nous entourait ont enterré notre langue. L'attention de la langue se répand dans le reste de tout le corps. Et sa relaxation nous plonge dans une paix incroyable. La langue ouvre les portes à un apprentissage soutenu et sous effort. Et là, c'est lui qui travaille avec ses élèves. La langue nous rend la joie de vivre. Là, il y a un moment de pub d'un bouquin très beau qu'il a écrit, avec un jeu de mots entre le cœur et la raison. Corazón, c'est cœur, mais en même temps, raison, c'est raison. La langue, clé de voûte de notre cœur. La langue bientôt devint une métaphore, elle est la clé et elle portait un nouveau langage. La langue est un lien direct avec notre monde intérieur. Et c'est des citations de Fedora. Donc voilà la petite vidéo que je voulais vous montrer. Et puis il y a une femme qui s'est formée avec moi, qui s'est aussi formée dans ce centre d'écoute, qui est enseignante, qui a suivi cette formation pour les enseignants. Et elle a des élèves de 5-6 ans et elle a adapté ce travail avec ses élèves. Et c'est vraiment, quand elle m'a raconté ça, j'étais toute touchée parce que elle leur a demandé le jour où on travaille le corps, venez avec des habits très confortables. Et alors, voilà-t-il pas qu'ils viennent en pyjama.
Alors, une fois par semaine, elle a ses élèves en pyjama en classe. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment tellement beau. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Moi, j'aurais une question. Toi qui as travaillé justement sur les stéréotypes du genre et tout, comment tu as pu aider des individus à surmonter ces stéréotypes de genre grâce à l'intelligence corporelle? Alors là, j'ai beaucoup d'expérience dans le travail avec les femmes. Et d'une part, il y a le fait de mettre en lumière que les difficultés que vit la femme de manière isolée, dès qu'elle est dans le partage dans un groupe et qu'il y a la sororité qui s'installe, il y a la prise de conscience que c'est pas parce que je suis nulle, qu'il y a un conditionnement qui nous habite parce que c'est culturel. Après, il y a la biographie individuelle, et ça se joue d'une manière spécifique, mais nous partageons un héritage de conditionnement culturel qui est très fort. Et il y a déjà cette première prise de conscience qui dédramatise et qui permet de retrouver de l'espoir pour une évolution. Mais après, concrètement, le travail sur le corps est là, surtout avec tout ce qu'on a développé à Mallorca avec ma collègue, avec Mona. On a travaillé avec des femmes de tous les niveaux sociaux, même avec des femmes dans la prison. Et c'est de l'ordre de l'empowerment. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu où on retrouve sa capacité à s'enraciner, sa capacité à être dans sa verticalité, sa capacité à regarder à l'horizon, à être à sa hauteur. Il y a toute une expérience qui nous construit. C'est une pédagogie de la personne qui donne à nouveau une perception de la vie qui nous habite, de la dignité, de la légitimité d'être qui nous sommes. Et ce n'est pas par des idées, c'est vraiment par des expériences vécues. Et on accompagne la personne à se reconnaître dans sa richesse et dans sa valeur et dans son énergie. Donc, c'est vraiment des processus qui sont époustouflants. Il y a certains d'entre vous qui parlez espagnol, vous pouvez regarder à Cuerpo Plural, donc cette nouvelle web qui est en train de se mettre en place. Et il y a un endroit où il y a des écrits de Mona Belizan. Il y en a un où elle résume l'expérience du travail avec les femmes pendant 10 ans à Genérica. Et il y a les témoignages des femmes, les feedbacks des femmes qui sont très, très, très parlants. Ça reconstruit l'estime de soi, mais vraiment d'une manière directe, organique, expérientielle. C'est très beau. Et puis après, j'ai eu aussi l'occasion de travailler à Mallorca avec des équipes mixtes. Par exemple, le personnel de la commune de Calvia, qui est la ville la plus importante après Palma de Mallorca. Et ils m'ont demandé de travailler sur la transformation du rapport homme-femme dans le monde du travail, justement, comment faire. Et c'était hyper intéressant parce que là, je les faisais travailler par certains moments séparément, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pour pouvoir élaborer ce que chacun, chacune vivait sans qu'il y ait le regard de l'autre. Et puis après, je facilitais des dialogues entre comment je vis les choses et ce dont j'ai besoin. Et c'est hyper fort parce que ça ouvre aussi une dimension transformatrice qui passe par l'écoute. C'est l'écoute qui nous transforme. C'est la curiosité de découvrir, de me découvrir et de découvrir l'autre, ne pas rester dans l'ancrage du jugement et de ma vérité. Et il y a eu des moments hyper touchants parce que c'était une formation qui n'était pas imposée. Donc les personnes qui l'ont suivie, c'était des personnes qui s'étaient inscrites et puis on avait essayé qu'il y ait un certain même nombre d'hommes et de femmes. Et pour moi, ça a été une expérience hyper intéressante parce que les féministes qui sont à outrance contre les hommes, elles ont du coup entendu la souffrance des hommes, la désorientation des hommes, ça leur a complètement changé leur point de vue. Et les hommes, ils ont pu être entendus dans le fait que on ne veut pas continuer à fonctionner comme ça, mais on ne sait pas comment faire. Donc,
ça, ça, pour moi, finalement, tout me ramène à l'essentiel qui est l'écoute. Mais l'écoute, c'est pas une idée, c'est même pas juste une volonté, c'est un état. C'est une disponibilité de tout mon être. Et à partir de l'écoute, il y a un champ de possibilités infini qui s'ouvre et c'est d'une richesse. Pour moi, c'est essentiel. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Moi, j'ai encore une dernière question alors. Toi qui es aussi une femme d'écriture, Oui. hein, est-ce que tu intègres l'écriture comme outil dans ce travail de développement d'intelligence corporelle? Oui. Des fois, je demande aux personnes de faire juste un petit moment d'écriture avant de la séance et puis de faire un autre moment d'écriture à la fin de la séance. Et comme ça, les personnes constatent depuis quel endroit l'écriture, elle vient, depuis quel endroit les mots, ils viennent. Hmm. Ça, c'est une des façons. Euh, J'intègre aussi la voix, l'expression vocale, l'expression évidemment. Il y a tout un travail de vraiment de mise en place de la consigne entre guillemets du jour, mais après il y a qu'est-ce que ça amène comme expression, comme libre expression, comme mouvement, comme danse. C'est un travail qui est très complet. Et après, il y a un tour de parole pour qu'on puisse mettre des mots sur les expériences vécues aussi. Hmm. Merci beaucoup. Il y a Caroline qui posait la question. Peut-on avoir des infos sur la formation de septembre? Septembre, ça sera pas vraiment une formation, ce sera un masterclass comme ce soir. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur le corps, l'écoute, la communication consciente? C'est ce que je pense développer d'une manière plus extense en septembre, mais je vous ai déjà donné les pistes, hein. C'est vraiment comment euh, l'importance d'accorder notre instrument va faire en sorte que nous ayons une qualité de présence, de lien, de disponibilité, une plus haute perception, une écoute plus fine de ce qui s'active en nous, de ce que je perçois de l'autre et de toute l'information du champ que nous partageons. Et c'est très en lien par rapport à la réflexion aussi, c'est quoi être dans une posture d'accompagnement. Il y a vraiment toute cette dimension d'éclairage, de comment à partir de cette qualité, il y a aussi c'est quoi accompagner, depuis quel endroit j'accompagne, comment je me positionne face à l'autre, etc. C'est dans ce sens-là. J'avais cru comprendre qu'il y a un moment donné quelque chose qui allait être proposé en présentiel. C'est correct? Oui, 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 oui. Pour le moment, on a prévu 2 jours, mais j'ai pas les dates en tête. On a prévu une formation sur un week-end à Lausanne et notre idée, parce que ça, j'en ai surtout discuté avec Angélie, qui est la co-créatrice de l'Institut Gautier. Et l'idée, c'est que si les personnes qui vivent cette formation ont envie d'aller plus loin, alors il y aura une formation continue. Il y aura tout un bloc de séances. Et dans la formation, pour moi, il y a 2 étapes. Il y a d'abord l'expérience que je fais moi-même, parce que j'ai besoin de l'intégrer si après je veux pouvoir la communiquer. Et puis les personnes qui veulent après utiliser ça dans leur métier, dans leurs accompagnements, il y a un deuxième temps où on travaille sur c'est comment la transmission. Ça m'intéresse. Ça fait partie de ce sentiment que j'ai, que je suis dans un moment dans ma vie où j'ai vraiment besoin, et ça fait sens que je fasse cette transmission. Mais on a décidé de faire un premier atelier, un premier séminaire de 2 jours, et après on verra comment on déroule la suite. Est-ce que tu as les dates, Yannick, devant toi? Non, je n'ai pas les dates, mais on va les transmettre ainsi que la date de la masterclass de septembre, là, une fois que c'est bien ficelé. Donc voilà, on va vous transmettre à tous. Voilà. Oui.
Entre-temps, bah, il y a donc Luz Angeli elle a associé bah, justement la neurodance, l'art du mouvement, donc avec entre la partie programmation neurolinguistique et aussi bah, les danses sacrées qu'elle a pu apprendre d'Amérique latine. Donc elle a pu voilà mettre ensemble ces différents concepts et elle l'organisera à Renan le 27 mai. Voilà. On va vous envoyer les liens pour pouvoir vous inscrire, hein. Donc, ça aura lieu à Renan. Et aussi, il y a une chose que tu as dit et que ça me rejoint énormément quand tu parles des écrans, hein. Les écrans qui coupent de certaines choses, mais c'est vrai qu'on est dans un monde d'écrans continu avec les écrans. On a l'impression d'apprendre avec les écrans. En vérité, on apprend en superficie. Et c'est vrai que le moyen pour pouvoir approfondir dans sa manière d'apprendre, hein, d'approfondir, ça passe par la lecture et de pouvoir poser les choses. Donc, on a la chance d'avoir Cyril Maître qui va venir le 20 et 21 mai, qui va venir aussi bah, pour lui nous enseigner une méthode pour pouvoir autant bien lire de manière efficace, parce que rapidement, on lit, on a les yeux qui commencent à se balader, on est en train de rêvasser et on oublie ce qu'on a lu. Et de pouvoir aussi de comment prendre des notes de manière efficace pour que bah, l'information s'intègre, hein, et de pouvoir d'avancer, bah, vraiment à apprendre, hein, continuer à l'apprendre et l'intégrer dans le corps aussi. Donc voilà, ça aura lieu donc le 20 et 21 mai. Voilà pour les prochains programmes. En tout cas, bah, moi, je te remercie grandement. Ça m'a permis de te découvrir. C'est la première fois qu'on se voyait en direct. Tellement ça me rejoint dans ma pratique et aussi dans mon cheminement personnel. En tout cas, grand merci. Puis merci à tout le monde pour avoir assisté à cette magnifique masterclass. Merci beaucoup, Yannick. Et puis, j'aimerais dire aussi que, si j'ai bien compris, vous avez enregistré ma partie. Oui, oui. Et je pense que ça serait chouette si vous connaissez des personnes à qui ça pourrait intéresser, une fois que tu nous auras donné le lien, de faire circuler pour qu'on puisse vraiment créer un groupe pour l'année prochaine et pour démarrer ce cursus de formation. Ça, j'aimerais beaucoup. Donc, puisque il y aura cet enregistrement, ben, qu'il puisse circuler. Voilà. Moi, je voulais encore poser une dernière question. Ah, mais oui, voilà, j'ai levé le doigt, mais vous étiez voilà. mais c'est pas grave. Concernant le premier week-end que tu proposes, est-ce que par exemple, il est envisageable de faire ce week-end, mais uniquement pour soi, pas dans l'idée de transmettre? Mais d'abord, il faut le faire pour soi. C'est ce que d'abord, il faut faire un processus personnel, intégrer, apprivoiser, intégrer, s'approprier de cette pratique. Parce que c'est une pratique qui, de toute façon, va se teinter par l'univers personnel de chaque personne. Et si après, ça fait sens pour moi de le transmettre, de le moduler en fonction de mon métier, etc. Mais d'abord, ça doit m'habiter. Et après, je pourrais lui donner la colorature qui m'est propre à moi. D'accord. Et d'abord, c'est pour nous. Et alors, ce premier week-end, c'est cette année-là encore que tu le proposes? C'est, je me souviens plus des dates. Attendez. D'accord, mais enfin, mais on vous le dira. Mais c'est la saison, la prochaine saison, quoi. C'est après l'été. D'accord. Exactement. Mais on a mis des dates. Très bien. Merci. Ben, merci beaucoup à vous toutes, à toi, Yannick. Et puis, à suivre. À suivre, voilà.